Meine Damen und Herren, liebe nicht-binäre Freunde, guten Abend. Bienvenue à cet épisode spécial de Dieu merci, c'est vendredi, diffusé également sur ma chaîne YouTube, la chaîne du prof d'allemand consacrée entièrement aux élections parlementaires allemandes à venir. Après 3 années de gouvernance commune, la première expérimentation de coalition entre sociodémocrates, écologistes et libéraux a implosé avec ces derniers claquant la porte de l'alliance entre les 3 partis. Face à cette situation, Olaf Scholz a lancé le processus d'élection anticipée. On va faire le tour de la question aujourd'hui dans cet épisode spécial Deutschland 25, l'Allemagne vote, la France s'en fout. Los geht's! Dieu merci, c'est vendredi, avec Nelson Nierman sur RCF. Première chose, comment fonctionne le système politique allemand ? L'Allemagne étant une république parlementaire, c'est le chef du gouvernement qui est au centre du pouvoir. Le nom de cette fonction, c'est le chancelier. S'il est officiellement nommé par le président fédéral allemand, qui lui n'a quasiment aucun pouvoir, c'est le Bundestag, la chambre basse, qui l'élit et lui donne le droit de former un gouvernement. Comme il est rare, et par rare je veux dire que ce n'est arrivé qu'une seule fois, qu'un seul groupe politique ait la majorité absolue, pour obtenir plus de 50% des voix, il faut former une coalition. L'alliance qui a implosé en 2024 était la première à comporter 3 groupes parlementaires, avec les sociodémocrates de la SPD, dont le chancelier Olaf Scholz est issu, les écologistes des Grünen et les libéraux de la FDP. Cette coalition est surnommée Die Ampel, le feu de signalisation, car les couleurs de chaque parti sont les couleurs d'un feu de signalisation. Rouge de la SPD, jaune de la FDP et vert des Grünen. Les Allemands sont d'ailleurs très fans des surnoms donnés à leur coalition. Il y a les basiques tout d'abord, noir-jaune pour chrétiens-démocrates et libéraux, rouge-jaune, sociodémocrates libéraux, ou encore rouge-vert, sociodémocrates écologistes. Une alliance entre les 2 principaux partis, chrétiens-démocrates et sociodémocrates, est appelée une grande coalition. Mais dès qu'une alliance comporte 3 partis, comme cela est de plus en plus souvent le cas au niveau des États, les noms deviennent plus originaux. On a vu la coalition du feu de signalisation, mais il y a aussi la coalition Allemagne, noir CDU, rouge SPD, jaune FDP, la coalition Jamaïque, noir CDU, vert Grünen, jaune FDP, la coalition Kenya, noir CDU, rouge SPD, vert Grünen, ou encore la coalition côtière. Celle-ci est particulière car elle ne peut exister que dans le land le plus au nord, le Schleswig-Holstein, qui a des côtes le long de la mer du Nord ainsi que de la mer Baltique, d'où l'appellation. Mais le nom est surtout dû au fait qu'un des 3 partis n'existe que dans ce land, le SSV, le parti de la minorité danoise locale. Ce mouvement est d'ailleurs le seul qui n'a pas de minimum de 5% à atteindre pour faire son entrée dans le Parlement régional ou au Bundestag, et ils ont d'ailleurs un député dans la chambre basse allemande. Le SSV était allié à la SPD et aux Grünen au sein de la coalition côtière. Vous l'aurez compris, contrairement à la plupart des régimes parlementaires, il existe un minimum à atteindre afin de faire son entrée dans une assemblée locale ou nationale, et elle est de 5%. La seule élection pour laquelle ce minimum n'existe pas est l'élection européenne. Comme l'Allemagne a plus de 90 eurodéputés, il n'est pas rare qu'un parti ne réalisant qu'1% ou même moins obtienne tout de même un eurodéputé. Comme les partis en question ne seront que peu mentionnés dans la suite de cet épisode, nous pouvons donner leur nom maintenant. Voici les partis qui ont fait moins de 5% lors de l'élection européenne allemande, mais qui ont tout de même au moins un député européen. J'exclus le parti de gauche radicale Die Linke, car on en reparlera plus en détail plus tard. Freie Wähler, électeur libre, parti libéral conservateur, 2,7%, 3 députés. Volt, parti pro-européen social-libéral, 2,6%, 3 députés. Die Partei, parti satirique, oui, satirique, 1,9%, 2 députés. Tierschutzpartei, parti de la protection animale, 1,4%, 1 député. Puis viennent 3 formations avec 0,6% et 1 député chacune. L'EDP, parti écologique démocratique, environnementaliste centriste, la Familienpartei, le parti de la famille, mouvement conservateur et traditionnaliste, et le Partei des Fortschritts, PDF, parti du progrès, mouvement social-libéral. Mais au niveau du Bundestag, ce n'est pas possible. Vous faites moins de 5, vous n'avez pas de député, enfin presque. J'en avais déjà parlé au moment où nous avions appris que l'Allemagne aurait des élections anticipées, mais je vais revenir rapidement sur le sujet. Chaque citoyenne et citoyen a en réalité 2 voix. Avec la première, ils élisent le ou la député qui va représenter leur circonscription, et la personne obtenant le plus de votes devient député. Avec la deuxième voix, ils choisissent le parti qu'ils souhaitent voir gouverner l'Allemagne. Et c'est en fonction de cette deuxième voix que l'équilibre au sein du Bundestag est établi. Chaque parti avec plus de 5% obtient un nombre de députés qui correspond à son score. Les personnes élues avec cette deuxième voix sont issues de listes régionales.
assurant ainsi une représentativité élevée tout en évitant d'avoir un trop grand nombre de partis, ce qui rendrait la gouvernance impossible. Sauf que un candidat pourrait remporter une circonscription sans que son parti obtienne plus de 5%. Et c'est ce qu'il est arrivé au parti Die Linke, la gauche, lors de la dernière élection. Ils ont gagné un certain nombre de circonscriptions, notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est, mais n'ont obtenu que 4,9% et ne pouvaient donc pas obtenir plus d'élus via les mandats de la première voie. A l'inverse, on constate que les chrétiens démocrates ou les sociodémocrates obtiennent plus de mandats directs que leur score au niveau national. À partir de 2017, on a voulu équilibrer cette équation tout en augmentant le nombre de députés jusqu'à que chaque formation ait un nombre équitable. Sauf que d'un peu moins de 600 à la base, le nombre de députés a très rapidement largement dépassé les 700 et ont commencé à être à l'étroit au sein du Reichstag. Alors, le gouvernement actuel a changé la règle pour arriver à un nombre maximum de 630, tout en conservant la proportionnalité. Pour faire court, certains élus par circonscription pourraient ne pas entrer au Bundestag si leur parti ne fait pas un score suffisant. À voir si certains candidats perdent leur place à cause de leur formation politique. En parlant de cela, où en sont les sondages juste avant l'élection ? Tout d'abord, voyons quels avaient été les résultats de 2021. Les sociodémocrates de la SPD ont obtenu 25,7%. Les chrétiens-démocrates de la CDU et de la CSU ont fait leur pire résultat avec 24,1%. Les écologistes des Grünen ont eux eu leur meilleur résultat, même si c'était moins qu'espéré, avec 14,7%. Les libéraux de la FDP 11,4%, les nationalistes de la FD 10,4% et la gauche radicale de Die Linke 4,9%. Voici donc ce que donne une moyenne des chiffres des différents sondeurs sur la semaine passée. En tête, les chrétiens-démocrates CDU-CSU sont à 29%. Les nationalistes de l'AfD feraient une progression énorme et, soyons honnêtes, inquiétante, avec 20%. Chute libre pour les sociodémocrates qui feraient leur pire résultat, le premier en dessous de 20 avec 16%. Les écologistes, eux, sont plutôt stables aux alentours de 13%. Die Linke que la gauche radicale reviendrait de parmi les morts après avoir fait moins de 3% aux européennes 2024. Ils sont donnés à 7,5%, certains les donnant même à 9%. Les libéraux de la FDP risquent de quitter le Bundestag pour la deuxième fois de leur histoire, étant donnés à 4,5%. Enfin, il faut ajouter le mouvement populiste créé par une ancienne figure nationale de Die Linke et à qui elle a donné son nom, le Bündnis Sarah Wagenknecht. Après avoir obtenu plus de 6% aux européennes et avoir été longtemps donné entre 6 et 10 dans les sondages, ils risquent eux aussi de ne pas entrer au Bundestag, donné actuellement à 4,5% également. Si les libéraux et les populistes font moins de 5, ce serait seulement la deuxième fois de l'histoire de la République fédérale que deux partis sont entre 4 et 5, avec plus de 9% de l'électorat non représenté à la Chambre basse. Cela était déjà arrivé en 2013, à l'époque c'était déjà la FDP qui faisait moins de 5, aux côtés de la fraîchement créée AfD qui obtenait 4,9. Une AfD à moins de 5. Ah, la belle époque. Dieu merci, c'est vendredi, avec Nelson Nierman sur RCF. En 2021, Olaf Scholz est devenu le 9e chancelier de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. 7 hommes et une femme l'ont précédé, 5 étaient chrétiens-démocrates, Olaf Scholz est devenu le 4e social-démocrate. Mais qui sont les personnes qui veulent devenir Germany's Next Top Chancellor ? Faisons le tour des 4 personnes qui convoitent les clés de la chancellerie en regardant leur parti politique, leur expérience gouvernementale et leur expérience professionnelle. Olaf Scholz, 66 ans, SPD. Expérience gouvernementale avant d'être chancelier, ministre de l'Intérieur d'Hambourg, ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales, maire de la ville-État d'Hambourg, ministre fédéral des Finances et vice-chancelier. Expérience professionnelle, avocat spécialisé dans le droit du travail. Friedrich Merz, 69 ans, CDU. Expérience gouvernementale, aucune. Expérience professionnelle, avocat, membre de plusieurs conseils d'administration et conseils consultatifs d'entreprise. BlackRock, BASF, AXA, l'aéroport de Cologne-Bonn, Commerzbank, HSBC, Interzero, Bosch, Stadler, Wepa, DVB et, à mon plus grand désespoir, le Borussia Dortmund. Alice Weidel, 46 ans, AfD, expérience gouvernementale, aucune. Carrière professionnelle, conseillère indépendante d'entreprise, notamment pour Crédit Suisse, Goldman Sachs ou Allianz. Robert Habeck, 55 ans, Bündnis 90 Die Grünen, expérience gouvernementale, ministre de l'énergie, de l'agriculture et de l'environnement du Schleswig-Holstein, vice-ministre-président du Schleswig-Holstein, ministre fédéral de l'économie et de la protection du climat, vice-chancelier. Expérience professionnelle, auteur, notamment de livres pour enfants, travaille pour la maison d'édition Kippenheuer und Witsch. Si une de ces 4 personnes sera probablement la prochaine chef du gouvernement allemand, elle ne serait rien sans son parti politique.
Car contrairement à la France, où quasiment tout tourne autour de l'élection présidentielle, qui est la rencontre d'une personne avec la nation, c'est bien une idéologie politique plus qu'une personne que les Allemands choisissent. Certes, une tête de liste pour les élections parlementaires a toujours une influence sur le résultat final, mais actuellement, une personne comme Friedrich Merz est très impopulaire alors que son parti est donné comme le potentiel gagnant de la future élection. En 2005, quand Angela Merkel accède à la fonction de chancelière, son adversaire et chancelier sortant Gerhard Schröder était bien plus populaire qu'elle, mais cela n'a pas empêché la CDU de remporter l'élection. Alors, que pensent les 7 principales formations politiques allemandes? Que proposent-elles? On va faire le tour de 10 sujets et explorer ce que proposent les partis dans ce sens. Et on va commencer par les 2 plus grands bouleversements du dernier gouvernement, le Deutschlandticket et la légalisation partielle du cannabis. En 2022, le gouvernement allemand mettait en place le Deutschlandticket, ticket de train permettant de prendre les trains régionaux partout en Allemagne en illimité pendant un mois. Après une phase d'essai à 9 € juste pour l'été 2022, il a été mis en place de façon permanente en janvier 2023 pour 49 € avant de passer à 58 € au 1er janvier 2025. Quel avenir pour ce billet pour les 4 prochaines années? Les chrétiens démocrates CDU-CSU ne le mentionnent pas dans leur programme, mais les leaders des 2 partis l'ont en plusieurs fois critiqué. Les nationalistes de l'AfD considèrent que le ticket doit coûter un prix honnête, sans préciser ce qu'est un prix honnête. Les sociodémocrates du SPD veulent le maintenir au même prix et offrir une réduction pour les étudiants et les personnes en formation professionnelle. Les écologistes des Grünen souhaitent remettre le ticket au prix de 49 € tout en offrant une réduction pour les jeunes. La gauche radicale de Die Linke veut revenir à 9 € avec une gratuité pour les étudiants et les personnes en formation professionnelle. L'objectif à long terme est une gratuité complète des transports en commun. Pour les populistes du Bündnis Sarah Wagenknecht, le ticket doit coûter un prix abordable, sans précision supplémentaire. Et enfin, les libéraux de la FDP n'en parlent pas dans leur programme, mais au sein du gouvernement, ils voulaient soit le supprimer, soit le mettre à 69 €. Sur la question du cannabis, on est également loin d'un consensus. Depuis le 1er avril 2024, la consommation de cannabis est légale en Allemagne. Certains aimeraient aller plus loin, d'autres revenir complètement en arrière. Parmi eux, les chrétiens démocrates CDU-CSU et les nationalistes de l'AfD veulent une fin de la légalisation du cannabis. Les 3 partis à l'origine de cette mesure, la SPD, les Grünen et la FDP, souhaitent tous les 3 maintenir le cannabis légal sans aller plus loin, alors que Die Linke voudrait une légalisation totale avec en plus une décriminalisation d'autres drogues. Ils souhaitent néanmoins également l'interdiction des publicités pour le tabac, qui existe encore en Allemagne, et de l'alcool. À savoir qu'en Allemagne, plusieurs clubs sportifs ont été par le passé sponsorisés par des marques de bière. Petite précision, le Bündnis Sarah Wagenknecht ne mentionne pas la politique des drogues dans son programme, un problème qui reviendra à plusieurs reprises. Autre changement majeur des 10 dernières années est la mise en place d'un salaire minimum. Oui, jusqu'en 2015, l'Allemagne n'avait pas de salaire minimum, là où la France en a un depuis 1950. On faisait entièrement confiance aux négociations au sein des entreprises ou au sein d'un même secteur d'activité. Précisons tout de même que, légalement, les employés et syndicats ont une place beaucoup plus importante au sein des conseils d'administration et donc un poids beaucoup plus considérable que leurs collègues français. Mais dans de nombreux secteurs et avec la montée du chômage, beaucoup d'entreprises exploitaient le manque de minimum en offrant des salaires extrêmement bas. Sous la pression de son partenaire de coalition social-démocrate, le gouvernement Merkel met donc en place le Mindestlohn en 2015. Depuis le 1er janvier 2025, il est de 12,82 € de l'heure brute, avec plusieurs augmentations depuis le début de la mandature actuelle. Mais de combien sera-t-il à l'avenir? Pour la CDU-CSU, c'est une commission au salaire minimum d'en décider. Opinion partagée par les libéraux de la FDP. Pendant ce temps, à gauche, on est unanime. 15 € de l'heure est le bon nombre. Pour la SPD à partir de 2026, pour les Grünen et Die Linke et Bündnis Sarah Wagenknecht, c'est tout de suite que l'augmentation doit avoir lieu. Et les nationalistes de l'AfD? Eh bien, ce n'est pas dans leur programme. C'est marrant, ça me rappelle leurs alliés français. Dieu merci, c'est vendredi, avec Nelson Nierman sur RCF. Une des choses pour lesquelles l'Allemagne est mondialement célèbre, c'est pour ses autoroutes où les BM et autres Audi roulent à plus de 200 km/h. La raison pour cela est qu'il n'y a pas de limitation de vitesse de base sur les 6 voies outre-Rhin. Mais cette exception européenne est remise en cause pour des raisons environnementales. Oui, plus vous roulez vite, plus vous consommez de carburant et plus vous polluez. On distingue dans ce sens clairement 2 camps. La team touche pas à ma grosse tuture et l'équipe, on devrait peut-être au moins se mettre sur la même ligne que le reste de l'Europe. Dans le premier camp, on retrouve les chrétiens démocrates, les nationalistes et les libéraux, tous opposés à une limitation de vitesse sur les autoroutes. En face, ce sont les sociodémocrates et les écologistes qui plaident pour une vitesse maximale de 130 km/h, comme nous le connaissons en France. La gauche radicale est même pour descendre jusqu'à 120 km/h.
Et les populistes du Bündnis Sarah Wagenknecht sont ici aussi aux abonnés absents, la question n'étant même pas évoquée dans leur programme. Autre question qui fait débat en Allemagne, c'est l'avortement. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un peu particulier chez nos voisins. En 1972, le gouvernement social-démocrate et libéral mené par Willy Brandt avait voté une loi semblable à celle qui serait votée 2 ans plus tard en France sous l'impulsion de Simone Veil. Sauf que les chrétiens démocrates ont déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle allemande indiquant que la loi irait contre le droit à la vie qui est présent dans la loi fondamentale allemande. Les juges de l'époque avaient donné raison aux conservateurs et le gouvernement a dû recommencer à zéro. Surtout que depuis le 19e siècle, une loi criminalisant l'avortement est présente dans le Code civil allemand, le paragraphe 218. Le gouvernement Brandt parvient à contourner le problème en mettant en place une longue liste d'exceptions dans lesquelles une IVG ne serait pas sanctionnée par la loi, prenant bien soin de laisser certains critères suffisamment vagues pour que toutes les femmes puissent avoir accès à ce droit. Sauf que dans les faits, l'avortement reste officiellement illégal. Et ce jusqu'en 2022, un docteur informant sa patiente de la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse pouvait également être condamné. Si ce paragraphe du Code civil germanique a disparu, le paragraphe 218, lui, existe toujours. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour le lever. À gauche notamment, mais également chez les libéraux, on veut au moins que la sécurité sociale prenne en charge l'ensemble des frais liés à un avortement. Die Linke a clairement affiché son ambition de supprimer complètement le paragraphe 218 du Code civil. Même les populistes du Bündnis Sarah Wagenknecht se sont prononcés en faveur d'un avortement entièrement légal jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Sauf qu'à droite et à l'extrême droite, on ne voit pas les choses de la même façon. La CDU et la CSU souhaitent maintenir le statu quo légal actuel, pendant que l'AfD considère que la vie commence lors de la fécondation et que l'avortement doit être une exception absolue. La question de l'avortement a réveillé le point le plus large des droits des femmes, qui a pris une place plus importante dans cette campagne électorale. Sur la question de la contraception, c'est surtout à gauche qu'on souhaite améliorer l'accès et la prise en charge. Car aussi bien dans les programmes des chrétiens démocrates de la CDU-CSU, des libéraux de la FDP et que chez les nationalistes de l'AfD, le sujet n'est pas explicitement abordé. Pendant ce temps, les sociodémocrates de la SPD souhaitent améliorer l'accès aux moyens de contraception. Les écologistes des Grünen souhaitent un accès gratuit et simplifié aux moyens de contraception prescrits par un médecin pour les personnes touchant des aides sociales et plus largement aux personnes aux faibles revenus. L'objectif à long terme est que cette mesure s'applique à toutes et tous. Les populistes du Bündnis Sarah Wagenknecht veulent que la sécurité sociale et les mutuelles remboursent entièrement les moyens de contraception prescrits par un médecin. La gauche de Die Linke souhaite un remboursement complet de l'intégralité des moyens de contraception. Un sujet qui est malheureusement toujours présent quand on parle de droits des femmes, c'est la violence conjugale. Voici ce que disent et proposent les principaux partis pour lutter contre ce fléau. La CDU-CSU souhaite protéger les victimes, renforcer les maisons des femmes, mettre en place des bracelets électroniques pour les auteurs de violences et augmenter les peines pour le stalking. La SPD souhaite améliorer les lois de protection des victimes et mettre en place une aide juridique gratuite, notamment dans les maisons des femmes, pour être conseillées et réaliser les démarches juridiques nécessaires. Les Grünen veulent également une aide juridique, rendre l'accès aux maisons des femmes entièrement gratuit et améliorer le contrôle des auteurs de violences, notamment par des bracelets électroniques. Le Bündnis Sarah Wagenknecht souhaite créer plus de safe spaces, rendre l'accès aux maisons des femmes entièrement gratuit, souhaite améliorer la prévention et l'information, notamment dans les écoles et les universités. La FDP veut un financement des maisons des femmes mieux adapté à leurs besoins et créer une plateforme en ligne qui indique les lieux de ceux-ci. Die Linke veut combattre plus fortement la violence conjugale et rendre la protection et le conseil juridique, notamment au sein des maisons des femmes, entièrement gratuits. Et les nationalistes de l'AfD, aucune proposition. Un point sur lequel on entend néanmoins les nationalistes, c'est le service militaire. Jusqu'en 2011, tout homme de 18 ans minimum, apte physiquement, devait effectuer un service militaire obligatoire de 9 mois. On pouvait s'y soustraire avec un service civil de la même durée. Moi-même, de par ma double nationalité, j'ai eu à effectuer mon service civil allemand en 2007, la République fédérale d'Allemagne refusant de considérer la journée d'appel à la défense comme un service obligatoire français. Mais en 2011, tout change. Face à notamment le coût d'un service universel masculin, le gouvernement allemand décide de faire l'économie de son appel aux armes. Lors de cette campagne, néanmoins, plusieurs partis souhaitent un retour au service de la Bundeswehr. C'est notamment le cas des nationalistes de l'AfD qui veulent un retour immédiat sous les drapeaux quand les chrétiens démocrates de la CDU et la CSU veulent y revenir progressivement.
Si la FDP, le Bündnis Sarah Wagenknecht et Die Linke ne veulent pas de retour du service militaire obligatoire, avec la gauche radicale qui souhaite même interdire la promotion de l'armée dans les écoles et universités, la SPD et Die Grünen aimeraient de leur côté renforcer le service militaire volontaire. La guerre en Ukraine est passée par là et a remis en lumière le besoin de défense de l'Allemagne. Un sujet que l'Allemagne doit affronter aux côtés du reste de la planète, c'est la question climatique. La République fédérale s'est fixée à l'horizon 2045 comme objectif d'être climatiquement neutre. Mais qu'en disent les principaux partis ? Les chrétiens-démocrates CDU-CSU disent avoir l'objectif 2045 clairement en vue. Les nationalistes de l'AfD souhaitent quitter l'accord de Paris et argumentent que l'être humain ne peut pas protéger le climat. Les sociodémocrates de la SPD maintiennent l'objectif d'être neutre d'ici à 2045 et s'engagent clairement aux objectifs allemands et européens sur le climat. Les écologistes des Grünen maintiennent l'objectif 2045 mais souhaitent fixer des objectifs intermédiaires sur lesquels l'État doit s'engager. Les populistes du Bündnis Sarah Wagenknecht s'engagent sur l'accord de Paris mais considèrent qu'une neutralité climatique à court terme serait une fantaisie. Les libéraux de la FDP souhaitent une neutralité climatique d'ici à 2050 en remplaçant l'objectif allemand par l'objectif européen. La gauche radicale de Die Linke veut une neutralité climatique dès 2040. Un des grands bouleversements en Allemagne au XXIe siècle a été la sortie du nucléaire. Si nos voisins d'outre-Rhin ne sont pas aussi dépendants que nous de l'énergie atomique, la décision, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima d'Angela Merkel de sortir son pays de l'atome, avait eu un énorme retentissement. Pourtant, certains, même dans son propre camp, souhaitent revenir sur cette mesure. Les chrétiens-démocrates souhaitent réaliser une étude pour savoir s'il est possible de rebrancher d'anciennes centrales tout en développant les énergies renouvelables. Les nationalistes souhaitent relancer les centrales plutôt que de construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Les sociodémocrates refusent un retour de l'énergie nucléaire et veulent développer les énergies solaires et éoliennes. Les écologistes misent entièrement sur les énergies renouvelables et souhaitent la suppression totale de l'énergie atomique. Les populistes souhaitent renouveler toutes les éoliennes, développer les parcs solaires et refusent un retour à l'énergie nucléaire. Les libéraux souhaitent que les fournisseurs d'électricité étudient par eux-mêmes la possibilité d'avoir recours à l'atome, notamment par de nouvelles méthodes, et veulent faire grandir le secteur du renouvelable. La gauche radicale, elle, ne souhaite pas un retour à l'énergie nucléaire et veut continuer à développer les énergies renouvelables. Dernier point sur lequel nous allons nous pencher concernant les programmes, ce sont les droits des personnes LGBTQIA+. Depuis le 1er août 2024, la loi sur l'autodétermination est entrée en vigueur. Celle-ci rend le changement de genre et ou de prénom sur son acte civil beaucoup plus facile, avec une officialisation de ceci au bout d'au plus tard 3 mois. Face à cela, la droite et l'extrême droite allemande reprennent de plus en plus les termes et les peurs sur ces questions qui sont également présents dans les débats américains et français, à coups de lobby trans et du soi-disant péril de l'écriture inclusive. Alors, qu'en disent les principales formations ? La CDU-CSU souhaite supprimer la loi sur l'autodétermination, interdire l'écriture inclusive notamment dans les écoles et universités, tout en disant respecter la diversité. L'AfD souhaite également supprimer la loi sur l'autodétermination, interdire complètement l'écriture inclusive et protéger les familles de la, je cite, mode transgenre. La SPD souhaite plus de protection face aux discriminations, notamment en renforçant la loi fondamentale allemande et l'égalité pour les familles LGBT+. Les Grünen souhaitent également plus de protection face aux discriminations à travers la loi fondamentale, l'égalité pour les familles LGBT+, et que la sécurité sociale prenne en charge les frais de transition pour les personnes trans. Le Bündnis Sarah Wagenknecht refuse la loi sur l'autodétermination et veut que seules les femmes, entre guillemets, biologiques participent au sport pour femmes. La FDP souhaite plus de protection face aux discriminations et créer des lois unifiant la lutte contre toutes les formes de violence contre les personnes LGBT+. Die Linke veut également plus de protection face aux discriminations, l'égalité pour les familles LGBT+, et améliorer la prise en charge médicale. Dieu merci, c'est vendredi, avec Nelson Nierman sur RCF. Si je me suis beaucoup étendu sur ce que veulent les 7 principaux courants politiques, les citoyennes et citoyens auront probablement plus d'une trentaine de partis à qui ils peuvent offrir leur voix. Alors qui sont-ils et que veulent-ils ? On va voir ça tout de suite. Menschliche Welt, monde humain, renforcer la spiritualité et développer l'économie selon le bien de toutes et tous. PDF, Partei des Fortschritts, le parti du progrès, libérer les étudiants et personnes en formation de tout impôt, augmenter la participation citoyenne. La SGP, Sozialistische Gleichheitspartei, parti de l'égalité socialiste, entendre communiste, créer les États-Unis socialistes d'Europe.
BÜSO, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, mouvement des droits des citoyens et de la solidarité. Quitter l'Union européenne, s'engager aux côtés de la Russie et de la Chine et revenir à l'énergie atomique. Ils ont piqué le programme de l'AfD, non ? Bündnis Deutschland, Alliance Allemagne, plus de référendums, conserver le droit au paiement en espèces. Oui, les paiements en espèces en Allemagne, c'est quelque chose de très important. MERA 25, démilitarisation mondiale, semaine de 4 jours pour toutes et tous. Werteunion, l'union des valeurs, ancien de la CDU-CSU, supprimer l'audiovisuel public, les parlements doivent être plus petits. L'EDP, le Parti écologique démocratique, moins se concentrer sur la croissance économique, neutralité climatique d'ici à 2030. Partei für Verjüngungsforschung, le parti de la recherche pour le rajeunissement. Développer les thérapies contre le vieillissement et renforcer la recherche. Partei der Humanisten, parti des humanistes, adapter la politique aux données économiques. Bündnis C, Christen für Deutschland, l'Alliance C, les chrétiens pour l'Allemagne. Renforcer l'image humaine présente dans la Bible, lutter contre la politique inclusive. Bayernpartei, le parti de la Bavière. La Bavière doit être un État indépendant, renforcer l'apprentissage du bavarois dès la maternelle. MLDP, le parti marxiste-léniniste allemand. Supprimer le capitalisme et le remplacer par le socialisme. Freie Wähler, électeurs libres, renforcer les communes, instaurer des référendums, réformer les aides sociales. Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, parti humain, environnement, protection animale. Interdire les expérimentations animales, interdiction de la chasse en tant que passe-temps et interdiction des feux d'artifice. Die Basis, la base. Référendum à tous les échelons politiques, quitter l'Organisation mondiale de la santé. Die Partei, le parti, mouvement satirique, racheter Meta, l'entreprise qui gère notamment Facebook, légaliser la cocaïne, rendre la pauvreté passable d'amende. Piratenpartei, le parti pirate, plus de protection de données, rendre légale la possibilité de copier et utiliser toutes les œuvres digitales. Et enfin Volt, créer la République européenne et énergie entièrement renouvelable d'ici à 2035. Et voilà, nous avons fait le tour de cette élection allemande. Aucun média ne vous aura aussi bien informé que nous sur les élections à venir au sein du Bundestag. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu particulier de Dieu merci, c'est vendredi. J'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, on prendra le temps d'analyser les résultats de cette élection tous ensemble. Plus valeureux qu'un guerrier teuton, merci à Corentin à la technique. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de RCF Lorraine Nancy, bien sûr. Und bis nächsten Freitag, wenn alles gut geht.